À l'aube, un transport militaire sombre rase Ouagadougou et coupe les radios. Abuja évoque une erreur de navigation vers le Portugal, mais Lisbonne affirme n'avoir aucune trace d'une mission. Et la Libye se fissure devant tout le monde. Dans ce décalage, que doit penser la diaspora et que doit attendre le Sahel quand un incident aussi visible surgit sous Ibrahim Traoré et met à l'épreuve la souveraineté? Ce n'est pas un simple détour, c'est un test d'autorité, un choc de récit et peut-être le début d'une crise diplomatique durable pour toute l'Afrique de l'Ouest. Cette enquête promet une chose précise, démêler les faits vérifiables de la narration politique sans extrapoler au-delà des éléments disponibles afin de comprendre ce que cet épisode révèle réellement. Pour le spectateur, l'enjeu est clair en 10 mots, distinguer une erreur isolée d'un signal stratégique durable. Derrière l'atterrissage forcé se joue plusieurs niveaux, la crédibilité d'un État régional majeur, la solidité des mécanismes de notification militaire et la capacité d'un pays comme le Burkina Faso à faire respecter son espace souverain sans escalade. Le contexte compte car la région traverse une recomposition rapide des alliances et une sensibilité accrue aux violations perçues, qu'elles soient réelles ou alléguées. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, chaque incident est interprété à l'aune d'une promesse politique, rompre avec les arrangements opaques du passé et exiger des explications publiques. Ce cadre transforme un fait aéronautique en test politique. S'agit-il d'un accident mal documenté, d'une communication défaillante ou d'un message involontaire envoyé dans un moment déjà chargé ? La suite apportera des éléments concrets pour trancher progressivement. La mini-révélation est simple, un avion militaire nigérian a pénétré l'espace aérien burkinabé sans notification préalable, sans transpondeur actif et sans réponse radio avant d'être immobilisé. Un détail chiffré change la lecture. L'agent de sécurité qui observe la scène a 48 ans et il affirme n'avoir jamais vu une procédure aussi silencieuse dans des conditions météo normales. À partir de là, le contexte devient décisif. L'incident ne survient pas dans un ciel neutre, mais dans une région où la souveraineté aérienne est devenue un symbole politique autant qu'un enjeu sécuritaire. Le Burkina Faso sort d'une période où les violations perçues étaient souvent minimisées au nom de la stabilité régionale. Désormais, chaque mouvement non déclaré est interprété comme un signal volontaire ou non. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette sensibilité s'est accentuée. Le discours officiel insiste sur la protection de chaque frontière et sur la fin des arrangements implicites qui, autrefois, laissaient passer des actes ambigus sans explication publique. Cela crée un cadre dans lequel un événement technique comme un atterrissage non annoncé prend une dimension stratégique immédiate. Le récit nigérian évoquant une dérive vers le Portugal repose sur une logique administrative classique. Pourtant, il se heurte à un contre-récit institutionnel. Lisbonne affirme ne détenir aucun enregistrement de mission ni de demande associée. Ce contraste ne prouve pas une intention cachée, mais il introduit une incohérence que les observateurs ne peuvent ignorer. Dans les aéroports militaires modernes, la navigation repose sur des protocoles redondants et des échanges continus. L'absence cumulée de plans de vol partagés, de communication radio et de signal d'identification place l'événement hors des scénarios ordinaires. C'est précisément cette accumulation, plus que chaque élément pris isolément, qui nourrit le doute. Ainsi, avant toute spéculation géopolitique, une question s'impose. Comment un incident aussi visible a-t-il pu franchir autant de paliers sans clarification immédiate, surtout dans un climat régional déjà sous tension autour d'Ibrahim Traoré ? Moussa sert de fil conducteur parce qu'il se situe exactement à l'intersection du technique et du politique. À 48 ans, ce responsable de sécurité ne parle ni en slogan, ni en théorie géopolitique. Son jugement se fonde sur des routines répétées pendant des décennies. Pour lui, un avion militaire qui arrive sans signal et sans échange radio n'est pas un mystère abstrait, mais une rupture concrète de règles tacites longtemps toléré. Son témoignage éclaire les impacts immédiats. Sur le tarmac, la procédure change en quelques minutes. Mobilisation des forces, sécurisation du périmètre, arrêt total des opérations civiles. Ce basculement opérationnel montre que l'État ne traite plus ce type d'événement comme une anomalie mineure, mais comme un incident à part entière.
Ce réflexe marque une différence nette avec des périodes antérieures où l'on privilégiait la discrétion pour éviter les frictions régionales. Autour de Mouza, d'autres agents partagent la même lecture. Ils ne parlent pas de confrontation mais de clarté. L'idée dominante est qu'un État souverain doit savoir qui entre, pourquoi et dans quel cadre. Ce sentiment n'est pas idéologique, il est professionnel, il repose sur la conviction que l'ambiguïté crée plus de risques que la transparence. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît en arrière-plan comme un repère politique, non comme un acteur direct de la scène. Son discours antérieur sur la dignité nationale influence la manière dont ses agents interprètent leurs ordres et leurs responsabilités. L'impact précoce est donc moins diplomatique que psychologique. Une ligne implicite vient d'être tracée. En résumé, quand les routines changent sur le terrain, les équilibres régionaux commencent déjà à bouger. Tout commence avant même que l'avion ne touche le sol. Les radars détectent une trajectoire anormale, l'absence de signal d'identification persiste et les tentatives de contact restent sans réponse. Dans une région habituée au vol coordonné, cette combinaison déclenche une chaîne d'alerte. Les contrôleurs passent du protocole civil au protocole de sécurité et l'information remonte vers le commandement en quelques minutes. Rien n'indique une urgence mécanique, rien ne justifie le silence radio. Le doute devient moteur de l'action. Puis sur le tarmac, tout se resserre sur le tarmac. L'appareil se pose lourdement, encerclé presque immédiatement par des forces armées et des véhicules blindés. La scène est brève mais dense. Moteur coupé, équipage retenu, documents examinés. Il ne s'agit pas d'un accueil mais d'une neutralisation maîtrisée. Cette image, largement commentée ensuite, marque un basculement symbolique. Pour beaucoup d'observateurs, c'est la première fois depuis longtemps qu'un État du Sahel affiche une réaction aussi visible face à une incursion militaire non annoncée. À ce moment précis, l'événement cesse d'être purement opérationnel. Il devient politique. La présence d'Ibrahim Traoré dans le paysage institutionnel change la lecture du geste. Sans déclaration immédiate, l'acte envoie un message implicite. La tolérance automatique n'est plus la norme. Ce message ne vise pas seulement l'équipage immobilisé, mais l'ensemble des partenaires régionaux qui observent la scène à distance. Ensuite, la communication officielle ouvre une nouvelle phase avec la communication officielle. Abuja parle d'erreurs de navigation, d'un vol en route vers le Portugal. La formulation est prudente, presque banale. Elle cherche à refermer l'incident rapidement. Mais cette tentative de normalisation se heurte à un obstacle inattendu, le démenti public de Lisbonne. En affirmant ne détenir aucun enregistrement de mission, le Portugal transforme une explication technique en embarras diplomatique. À partir de là, les ondes de choc se multiplient. Les médias régionaux relaient les deux versions sans pouvoir les concilier. Les réseaux sociaux amplifient la contradiction. Dans les cercles militaires, on s'interroge moins sur l'intention réelle que sur la gestion du récit. Une erreur peut arriver, une incohérence publique fragilise la crédibilité. Cette distinction devient centrale dans les discussions. Sur le terrain, les conséquences sont immédiates mais silencieuses. Les procédures de contrôle sont renforcées, les échanges interétatiques se tendent et chaque mouvement aérien est scruté avec plus d'attention. Rien n'explose, mais tout se rigidifie. C'est souvent ainsi que naissent les crises durables, non par un choc frontal, mais par une accumulation de méfiance. Pour Ibrahim Traoré, même sans prise de parole directe, la séquence agit comme un révélateur. Elle montre comment un incident isolé peut tester la cohérence entre discours de souveraineté et pratiques concrète. La séquence s'est enclenchée, la rupture a été rendue visible et ses effets continuent de se propager bien au-delà du tarmac de Ouagadougou. Le point de départ, le cadre initial, repose sur des pratiques connues. Dans l'aviation militaire régionale, un vol transfrontalier suit généralement 3 règles minimales: notification préalable aux autorités concernées, identification par transpondeur et contact radio continu lors de l'approche. Ces éléments ne sont pas des formalités symboliques, ils servent à réduire les risques d'incidents et à maintenir une prévisibilité entre États voisins. Lorsque ces règles sont respectées, les écarts de trajectoire peuvent être expliqués et corrigés sans tension majeure. L'écart apparaît lorsque l'on compare ce standard à l'événement observé. Selon les éléments disponibles, aucun plan de vol n'a été partagé avec les autorités burkinabées, aucun signal d'identification n'était visible sur les écrans et aucune réponse
réponse n'a été obtenue malgré des appels répétés. Pris séparément, chacun de ces manquements pourrait être interprété comme une défaillance ponctuelle. Pris ensemble, ils constituent une rupture nette avec le cadre initial opérationnel habituel. Un premier indicateur mesurable concerne le temps. L'avion est resté silencieux durant toute la phase d'approche, alors que les protocoles exigent des échanges continus sur plusieurs minutes dans l'espace aérien contrôlé. Ce silence prolongé transforme une simple anomalie en incident de sécurité, car il empêche toute vérification en temps réel de l'intention du vol. Le second indicateur touche à la traçabilité administrative. Le démenti de Lisbonne agit comme un point de contraste chiffré dans le récit, même sans chiffres détaillés. Il établit un zéro institutionnel, aucune demande enregistrée, aucun créneau validé, aucune mission reconnue. Ce zéro est crucial car il annule la destination annoncée comme élément de normalisation. Entre une destination déclarée et une destination reconnue, l'écart est total. Le troisième indicateur est procédural. La réaction immédiate sur le tarmac, mobilisation armée et immobilisation de l'appareil signale que les autorités burkinabées ont classé l'événement au-dessus du seuil de tolérance ordinaire. Ce seuil n'est pas arbitraire, il résulte d'une accumulation récente de tensions régionales et d'une doctrine plus stricte de contrôle de l'espace souverain. Dans ce cadre, la présence d'Ibrahim Traoré dans l'architecture politique n'ajoute pas de données chiffrées, mais elle modifie la lecture de l'écart. Le contraste entre les pratiques passées et la réponse actuelle devient plus visible. Là où l'on aurait autrefois absorbé l'incident discrètement, l'écart est désormais traité comme un fait à documenter et à assumer publiquement. Ainsi, la preuve ne repose pas sur un chiffre spectaculaire, mais sur un glissement mesurable d'un système fondé sur la tolérance implicite à un système fondé sur la vérification explicite. C'est cet écart, plus que l'incident lui-même, qui explique pourquoi l'affaire dépasse le cadre d'un simple vol mal orienté. Le premier argument opposé est celui de l'erreur humaine ou technique. Les défenseurs de cette lecture rappellent que même des systèmes avancés peuvent connaître des défaillances et que des équipages expérimentés ne sont pas à l'abri d'une mauvaise configuration, d'un problème de communication ou d'une confusion de trajectoire. Dans cette perspective, l'incident serait un accident regrettable, mais non intentionnel, amplifié après coup par un contexte politique déjà tendu. La prudence commanderait alors de ne pas surinterpréter un événement isolé. Un second argument insiste sur la logique régionale. Le Nigeria est souvent présenté comme un acteur stabilisateur, habitué aux opérations transfrontalières dans un cadre de coopération implicite. Selon cette vision, certaines pratiques informelles auraient perduré malgré l'évolution des discours officiels. L'atterrissage non annoncé serait le vestige d'anciennes routines, mal adaptées à une nouvelle ère mais pas nécessairement hostile. Dans ce cas, la crise relèverait davantage d'un décalage institutionnel que d'une manœuvre dissimulée. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux car ils rappellent que toutes les incohérences ne sont pas des complots. Toutefois, la réponse factuelle se situe ailleurs. Ce qui affaiblit la thèse de l'erreur isolée n'est pas un détail unique, mais la convergence de plusieurs manquements simultanés. Silence radio, absence de transpondeur et défaut de notification constituent une accumulation difficile à réduire à une seule panne ponctuelle. De même, l'argument des routines informelles se heurte à une réalité nouvelle. Le contexte institutionnel a changé et les règles qui étaient autrefois tolérées ne le sont plus. Sous Ibrahim Traoré, le cadre politique met explicitement fin à ces zones grises. Dès lors, invoquer les habitudes passées ne répond pas à la question centrale. Pourquoi ces habitudes ont-elles été maintenues malgré un environnement déclaré plus strict ? La réponse équilibrée n'accuse pas sans preuve, mais elle reconnaît un fait clé. Même une erreur devient politiquement significative lorsqu'elle révèle une inadéquation entre pratiques et normes affichées. C'est cette inadéquation, plus que l'intention supposée, qui explique l'ampleur du débat actuel. La transparence devient la ligne de front. À ce moment-là, ne révèle pas une destination secrète ni une cargaison cachée. Il révèle autre chose, plus structurelle. La bataille principale ne se joue plus dans le ciel, mais dans la capacité à imposer des règles communes visibles. Jusqu'ici, de nombreux incidents régionaux étaient gérés par arrangements discrets, communiqués minimaux et silences partagés. Cette fois, ce mécanisme n'a pas fonctionné, le changement de cadrage est net. L'enjeu n'est plus de savoir où allait réellement l'avion, mais de comprendre pourquoi une explication fragile a été rendue publique dans un environnement où elle pouvait être vérifiée presque immédiatement.
Ce glissement expose une vulnérabilité nouvelle. Dans l'ère numérique, le contrôle du récit dépend moins de l'autorité que de la cohérence factuelle. Sous Ibrahim Traoré, ce contexte prend un relief particulier. La doctrine implicite semble être la suivante: ce qui n'est pas clarifié devient suspect et ce qui est suspect doit être traité ouvertement. Cette logique transforme chaque incident en test de crédibilité, non seulement pour l'État directement impliqué, mais pour l'ensemble du système régional de sécurité. À ce stade du récit, une chose devient claire: le cœur de l'affaire n'est pas un avion, mais la fin progressive d'un modèle fondé sur l'opacité tolérée. C'est là que tout bascule, et là, l'ancien équilibre reposait sur le silence, le nouveau repose sur l'exposition. La question n'est donc plus que s'est-il passé, mais qui est prêt à jouer selon ces nouvelles règles. Pour l'État burkinabé, la conséquence immédiate est institutionnelle. L'incident renforce une logique de contrôle accru et de formalisation stricte des procédures. Chaque mouvement aérien devient un dossier à tracer, chaque échange une preuve à conserver. Cette posture accroît la charge administrative et sécuritaire, mais elle consolide aussi une ligne politique claire. L'espace souverain n'est plus négociable par défaut. Sous Ibrahim Traoré, cette fermeté alimente la cohérence entre discours et pratique, au prix d'une exposition plus directe aux tensions diplomatiques. Du côté des entreprises, en particulier celles liées au transport, à la logistique et aux infrastructures, l'effet est ambivalent. À court terme, un durcissement des contrôles peut ralentir les opérations et augmenter les coûts de conformité. À moyen terme, toutefois, une règle du jeu plus lisible réduit l'incertitude. Les acteurs privés savent à quoi s'en tenir, les autorisations comptent, les notifications importent, et les écarts ne seront plus absorbés silencieusement. Cette prévisibilité, même stricte, est souvent préférable à l'arbitraire. Pour les citoyens, l'impact est d'abord symbolique, puis psychologique. L'image d'un avion militaire immobilisé sans explication claire ravive des souvenirs d'ingérence passée. En même temps, la réaction visible des autorités nourrit un sentiment de protection retrouvé. Chez une partie de la population, notamment celle qui a vécu des décennies de décisions opaques, cette séquence renforce l'idée que l'État peut désormais dire non. Ibrahim Traoré devient alors un point de référence, non pour chaque décision, mais pour l'orientation générale vers plus d'affirmation. À l'échelle régionale, les conséquences sont plus diffuses, mais potentiellement durables. Les partenaires observent et ajustent leur comportement. Les pratiques informelles longtemps tolérées deviennent risquées. Chaque État doit recalibrer ses routines militaires et diplomatiques, car une incohérence publique peut désormais se retourner rapidement contre son auteur. La confiance ne disparaît pas, mais elle se conditionne davantage à la transparence. Pour le Nigeria, l'épisode agit comme un rappel. La crédibilité régionale repose autant sur la cohérence des récits que sur la puissance matérielle. Une explication fragilisée par un démenti externe coûte plus qu'un incident technique assumé. Pour le Burkina Faso, l'affaire sert de précédent. Elle montre que la fermeté affichée peut produire un effet dissuasif sans confrontation ouverte. Au total, les conséquences ne sont ni spectaculaires ni immédiates. Elles s'installent par petites touches dans les procédures, les attentes et les réflexes. C'est souvent ainsi que les équilibres régionaux se transforment réellement. Une première issue possible repose sur une désescalade contrôlée. Les États concernés reconnaissent implicitement les maladresses de communication et ajustent leurs procédures sans déclaration spectaculaire. Les canaux diplomatiques restent ouverts, les échanges militaires deviennent plus formalisés et l'incident sert de rappel silencieux. Dans ce cadre, l'équilibre régional se maintient, mais avec une vigilance accrue. La souveraineté est davantage respectée dans la pratique, sans que les alliances existantes ne soient remises en cause. Ibrahim Traoré peut alors présenter l'épisode comme une confirmation de sa ligne, sans provoquer de rupture durable. Une issue plus favorable va plus loin. Il suppose que l'incident déclenche une clarification collective des règles du jeu. Des mécanismes régionaux de notification sont renforcés et les États acceptent de réduire les zones grises héritées du passé. La transparence devient un outil de stabilité plutôt qu'un facteur de tension. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso consolide sa position sans isolement et le Nigeria préserve son rôle
régional en montrant sa capacité d'adaptation. Le coût politique initial se transforme en bénéfice institutionnel partagé. À l'inverse, une issue plus risquée apparaît lorsque l'effet inverse s'installe. Les récits contradictoires alimentent la méfiance et chaque incident ultérieur est interprété comme une provocation potentielle. Les contrôles se durcissent sans coordination, les échanges se refroidissent et les malentendus s'accumulent. Dans un environnement déjà fragile, cette spirale peut affaiblir les cadres de coopération existants. La fermeté affichée devient alors une source de crispation et non de stabilité. Ces trois trajectoires ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Leur réalisation dépend de choix précis. Si les États privilégient la clarification rapide et la cohérence des récits, la tension peut être contenue. Si au contraire, l'opacité persiste, chaque événement mineur risque de produire un effet disproportionné. La recommandation de fond est donc simple. Si la souveraineté doit être affirmée, elle gagne à l'être par des règles explicites et partagées plutôt que par des confrontations implicites. C'est à cette condition que l'épisode pourra rester un signal d'alerte et non le point de départ d'une dégradation durable. Pour le premier groupe, composé de citoyens attentifs aux questions de gouvernance et de sécurité, l'épisode agit comme un révélateur. Il montre comment un détail technique peut devenir un enjeu politique dès lors que la confiance est fragile. Ce public n'attend pas des certitudes absolues, mais des explications cohérentes. L'incident rappelle que la transparence n'est pas abstraite. Elle conditionne la capacité d'un État à être cru, surtout lorsque les faits peuvent être vérifiés rapidement. Le second groupe rassemble les acteurs économiques et professionnels, souvent moins sensibles aux discours symboliques qu'aux règles applicables. Pour eux, le message est pragmatique. Des procédures claires, même plus strictes, réduisent le risque à long terme. L'ambiguïté coûte cher car elle expose à des interruptions soudaines et à des décisions imprévisibles. Dans cette lecture, l'affaire illustre pourquoi la stabilité passe par des normes explicites plutôt que par des arrangements tacites. Le troisième groupe inclut la diaspora et les observateurs extérieurs. Leur regard est double. D'un côté, ils comparent cette séquence à des épisodes passés où les versions officielles s'effritaient avec le temps. De l'autre, ils évaluent si un changement durable est réellement en cours. La posture associée à Ibrahim Traoré devient alors un repère narratif, non pas une garantie de vérité, mais un symbole d'exigence accrue envers les récits publics. Deux pistes simples émergent pour chacun. D'abord, vérifier les sources institutionnelles croisées avant d'adopter une interprétation définitive. Ensuite, distinguer l'incident ponctuel de la tendance structurelle qu'il peut révéler. Cette distinction protège contre les réactions excessives comme contre l'indifférence. En fin de compte, ce moment invite le spectateur à une vigilance active. Il ne s'agit pas de choisir un camp, mais de comprendre comment des faits apparemment techniques façonnent la confiance collective, ici et au-delà des frontières. D'abord, il faut clarifier rapidement ce qui relève de la notification et des responsabilités. Les autorités aéronautiques et militaires doivent établir un protocole public minimal de notification transfrontalière avec des délais précis et des canaux identifiés. L'objectif n'est pas de révéler des détails sensibles, mais de garantir qu'aucun vol militaire ne puisse être interprété comme non autorisé faute d'informations de base. Le succès se mesure simplement absence d'incidents non expliqués sur une période donnée. Ensuite, la coordination régionale doit être renforcée. Des mécanismes techniques partagés peuvent être réactivés ou renforcés afin d'assurer une interopérabilité réelle entre États voisins. Cela implique des exercices conjoints de communication et des audits réguliers des procédures. Le critère d'évaluation est qualitatif. Réduction des délais de clarification lorsqu'un événement inhabituel survient. Sur le plan politique, les gouvernements gagnent à aligner leurs récits publics sur les faits vérifiables disponibles au moment où ils parlent. Les gouvernements doivent aligner leurs récits publics sur les faits vérifiables disponibles au moment de la communication. Cette discipline réduit le risque de démenti externe et protège la crédibilité institutionnelle. Sous Ibrahim Traoré, cette exigence de cohérence devient un marqueur de gouvernance, car
elle lie la souveraineté à la responsabilité de dire ce qui peut être confirmé. Par ailleurs, la société civile et les médias jouent un rôle en privilégiant la vérification croisée et la prudence dans l'interprétation. Encourager la vérification croisée et la prudence dans l'interprétation limite l'emballement. Le succès se mesure par la qualité du débat, non par l'absence de critique. Enfin, il est utile de documenter systématiquement chaque incident traité. Cette mémoire institutionnelle permet d'apprendre et d'ajuster. Mesurer le nombre de corrections apportées au fil du temps indique si le système progresse. Au fil du temps, ces mesures dessinent une feuille de route pragmatique. Elles ne promettent pas l'absence d'erreurs, mais elles réduisent l'espace où l'opacité peut s'installer. Le récit revient naturellement à Moussa, assis à l'écart du tarmac après la fin de son service. Ce personnage discret n'a pas changé le cours de la diplomatie mondiale, mais il a incarné quelque chose de plus profond, l'instant où des règles abstraites deviennent une expérience vécue. Pour lui, l'incident n'était pas une affaire de communiqués contradictoires, mais une question simple de respect et de clarté observée à hauteur d'homme. Ce rappel éclaire la portée symbolique de l'événement. Ce qui s'est joué ne concerne pas seulement des États ou des alliances, mais la manière dont des citoyens ordinaires perçoivent la fiabilité de ceux qui parlent en leur nom. Lorsque les récits officiels vacillent, ce sont ces individus qui portent le poids du doute, bien avant les chancelleries. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré réapparaît comme une figure de référence, non par ses déclarations, mais par le climat politique associé à son arrivée au pouvoir. Son rôle est moins celui d'un protagoniste direct que celui d'un catalyseur. Il rend visible des attentes longtemps refoulées autour de la vérité et de la souveraineté. La phrase qui s'impose est simple et ferme. La confiance ne se négocie pas, elle se construit. Et lorsque les règles sont claires sur le terrain, les récits finissent, tôt ou tard, par s'y aligner. Cette histoire ne demande pas d'adhésion aveugle ni de réaction immédiate. Elle invite plutôt à une attention durable. Dans un environnement où les récits circulent plus vite que les vérifications, la responsabilité collective commence par une lecture patiente des faits disponibles et de leurs limites. Ce réflexe protège le débat public contre la simplification excessive sans étouffer la critique légitime. À l'échelle sociale, l'enjeu dépasse l'incident lui-même. Il concerne la manière dont les communautés, locales comme diasporiques, exigent des explications cohérentes et acceptent aussi les zones d'incertitude lorsqu'elles sont reconnues honnêtement. Cette exigence n'est pas dirigée contre un pays ou un autre, elle vise un standard commun. Dans ce cadre, les figures politiques, y compris Ibrahim Traoré, sont observées moins pour leur slogan que pour la constance entre paroles et pratiques. C'est cette constance qui, avec le temps, façonne la confiance. La discussion reste donc ouverte. Selon vous, cet épisode marque-t-il un simple ajustement passager ou le signe d'un changement plus profond dans la manière dont la souveraineté et la transparence sont désormais négociées en Afrique de l'Ouest ?